Parfait. On va parler de fonctions cognitives. Donc, c'est effectivement un sujet de recherche qui m'intéresse depuis un certain temps et je pense qu'il nous intéresse tous. Alors, prenons d'abord peut-être 2 minutes pour essayer de s'entendre sur ce qu'on entend par fonction cognitive, même si je pense que vous avez tous une petite idée. C'est un terme qui est finalement rentré dans le langage courant, quasiment. Les fonctions cognitives, c'est tout ce qui nous permet de communiquer, interagir avec les autres, comprendre le monde qui nous entoure, générer des comportements, les adapter, etc. C'est bien sûr sous-tendu par des aires cérébrales et c'est souvent des réseaux qui sont largement distribués sur, si ce n'est l'ensemble du cerveau, sur de nombreuses aires cérébrales, d'où la complexité d'étudier à la fois le fonctionnement de notre cerveau et des fonctions cognitives. Alors, dans les fonctions cognitives, il y a un mot-clé, évidemment, auquel on pense tous, c'est le mot mémoire. Ça fait partie, évidemment, des fonctions clés. Donc, prochaine diapositive. Merci. Et quand je dis mémoire, en fait, je devrais utiliser le terme au pluriel parce que notre cerveau gère, traite, stocke des informations de nature très différentes. Et c'est la raison pour laquelle on a des systèmes de mémoire très différents dans notre cerveau. On a une mémoire, par exemple, qui gère, qui traite, qui stocke les connaissances que nous avons sur le monde, sur les autres, sur soi. On a une mémoire qui gère qui stocke les automatismes verbaux, comportementaux, gestuels, moteurs, c'est la mémoire procédurale. On a une mémoire sensorielle qui stocke les traces amnésiques d'images, d'odeurs, par exemple, de bruit. On a une mémoire très importante aussi qui s'appelle la mémoire de travail, qui stocke et qui traite une information un peu en direct à court terme, celle qui nous est nécessaire pour réaliser une tâche en cours, celle que j'utilise là tout de suite pour m'exprimer et essayer de faire comprendre ce que je veux essayer de faire passer. Et puis une autre mémoire très importante qui est la mémoire épisodique, qui est celle qui va stocker nos souvenirs personnels, hein, les souvenirs que j'ai, qui me concernent, qui concernent ma vie en particulier, ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait le week-end dernier, mes souvenirs d'enfance, de jeunesse, etc. Donc, vous voyez, rien que pour la mémoire, finalement, on utilise un terme, mais en réalité, ça revêt une multitude de facettes et de processus très, très différents. Il y a une autre catégorie de fonctions cognitives, la suivante, les fonctions exécutives, diapositive suivante. Voilà. Les fonctions exécutives, non, suivantes. Voilà, pardon. Il y a la mémoire, mais il n'y a pas que la mémoire, il y a aussi des fonctions qui nous aident à planifier nos comportements, à programmer, à résoudre des problèmes complexes, à catégoriser les informations que l'on rencontre, à inhiber des informations non pertinentes, à faire plusieurs choses à la fois, à changer, shifter d'une tâche à l'autre. C'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives froides, opposées aux fonctions exécutives chaudes, qui sont des processus un petit peu similaires, mais qui vont porter sur la régulation des émotions, des comportements, des interactions sociales, comprendre, deviner ce que pense l'autre, adapter mon comportement en fonction de ce que je pense qu'il pense, par exemple, c'est ce qu'on appelle des fonctions exécutives chaudes. Vous voyez que ça fait partie évidemment des fonctions éminemment importantes dans notre vie quotidienne. Et puis bien sûr, j'aurais pu parler du langage et encore d'autres fonctions cognitives. L'idée n'est pas de faire un cours, mais simplement d'expliquer à quel point tout ça est complexe. Et vous comprenez que quand on vous fait venir pour faire un bilan cognitif, il est difficile de vous proposer un test qui va durer 5 minutes et qui va, en quelque sorte, être le résumé de votre cognition. Non, bien sûr, ce n'est pas possible. On est obligé d'avoir recours à des tests, à des tâches différentes, diapositive suivante, pour essayer d'appréhender au mieux votre fonctionnement cognitif, même si, même comme ça, on sait que ça reste très restrictif. Alors, pourquoi on s'intéresse aux fonctions cognitives dans Constance? Parce qu'une des questions évidemment qu'on se pose tous, c'est comment évoluent ces fonctions avec le temps. Est-ce qu'on doit raisonner de manière binaire? Tout va bien quand on est jeune et tout va mal quand on passe la barrière des 60 ans? Non, bien sûr, hein, c'est une vision non seulement caricaturale, mais qui est complètement erronée. En réalité, plutôt que de parler de vieillissement cognitif, on devrait parler d'évolution de nos fonctions cognitives parce que tout au long de notre vie, ces fonctions cognitives vont évoluer.
Vous savez, je suis sûre, parce que ça fait partie des choses qu'on entend souvent et qui sont vraies, le cortex frontal, qui est vraiment un cortex majeur justement dans les fonctions exécutives, dont il était question juste à l'instant, le cortex frontal va maturer pendant très très longtemps et on considère que ce n'est qu'à 25 ans que notre cortex frontal est complètement développé. Hein, vous voyez, et à partir de là, il ne va pas décliner, mais il va commencer à se modifier et toutes nos fonctions cognitives vont se modifier, vont se moduler au cours du temps. Donc, le bon terme qu'on devrait utiliser, c'est la notion d'évolution des fonctions cognitives plutôt que de vieillissement ou de déclin. Diapositive suivante. Il faut sortir de cette vision décliniste du vieillissement cognitif. Est-ce que vieillir, c'est nécessairement synonyme de déclin des fonctions cognitives? Pas forcément. Alors, je ne vous cacherai pas, mais ça, vous le savez déjà, que certaines fonctions cognitives sont plus vulnérables que d'autres au vieillissement. Et oui, bien sûr, en vieillissant, il y a des choses qui deviennent plus difficiles. Par exemple, alors je voyais qu'il y avait quelques quadras qui étaient connectés, puis des quinquas aussi. Je pense que ça va leur parler. Un des premiers signes de vieillissement cognitif, pardon pour le terme, un des premiers signes, c'est une difficulté à se rappeler les noms propres. C'est la première fois, passé 40 ans, on commence à avoir des difficultés. Moi, je l'ai vécu en tant qu'enseignante. J'avais aucun mal à mémoriser le nom et le prénom de mes étudiants. Et puis, passé la barrière des 40, j'ai commencé à me dire, mais je la connais bien, celle-là, je vois très, très bien de qui il s'agit, mais comment elle s'appelle? Voilà, ça, c'est un des premiers signes du vieillissement cognitif, qui n'est pas du tout un signe alarmant, hein, en aucun cas, mais c'est une des choses qui vont effectivement s'affaiblir avec le temps. Réaliser deux choses à la fois, ça devient un petit peu plus difficile avec le temps. Une autre chose qui est bien connue, et c'est ce qui est reflété dans la figure sur la droite, c'est un ralentissement, ou en tout cas on met un petit peu plus de temps à raisonner, à manipuler de l'information. Là, on voit, c'est un des tests que les participants de Constance ont complété, qui consiste à compléter des cases le plus rapidement possible avec des symboles, peu importe, dans un temps limité. Eh bien, on voit que plus on avance en âge et plus le nombre de cases complétées diminue, c'est bien le signe qu'il nous faut un petit peu plus de temps pour réaliser la tâche, de même qu'il nous faut un peu plus de temps pour se déplacer. La vitesse de marche, Alexis le dira tout à l'heure, diminue avec l'âge. Eh bien, la vitesse, quelque part, de traitement de l'information, elle aussi, va un petit peu diminuer avec le temps. Pour autant, tout ne décline pas, comme je le disais et je le répète, et il y a des fonctions cognitives qui résistent parfaitement bien au vieillissement et qui vont même avoir tendance à se renforcer avec le vieillissement. Je parlais très vite tout à l'heure de mémoire sémantique, la mémoire qui stocke nos connaissances. Eh bien, plus on vieillit et plus on apprend et plus on sait des choses, hein. Et cette mémoire sémantique, en fait, elle va s'enrichir avec le temps, de même que notre répertoire lexico-sémantique, hein, qui va s'enrichir, notre vocabulaire, pour le dire simplement, qui va s'enrichir au cours du temps, ou encore le maniement des nombres qui devient de plus en plus facile et souple avec le temps. Donc, c'est très schématique ce que je dis là, mais simplement pour insister sur le fait que non, vieillir, ce n'est pas forcément synonyme de déclin cognitif, et ça fait partie des choses très, très intéressantes à étudier. Suivante. Alors, pourquoi on étudie les fonctions cognitives dans Constance? Eh bien, parce que comprendre le vieillissement, c'est aussi comprendre pourquoi on vieillit sur le plan cognitif de manière aussi différente les uns des autres. Et cette notion, qui est vraiment une notion absolument cruciale pour comprendre le vieillissement, cette notion d'hétérogénéité, elle est au cœur de Constance et elle est au cœur des études que l'on mène. Une chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est que nous sommes tous plus différents les uns des autres dans le grand âge qu'à n'importe quel autre âge de la vie. On est tous différents les uns des autres, ça, ce n'est pas un scoop, vous le savez. Sauf que si je prends un échantillon de 1000 personnes âgées de 20 ans, oui, je vais voir des différences sur le plan cognitif entre ces 1000 participants. Si je les réinterroge 20 ans plus tard, je vais voir que ces différences interindividuelles, elles vont être encore plus importantes. Si je les réinterroge encore 20 ans plus tard, eh bien, je verrai que ces différences se sont creusées, etc., etc. En fait, plus on vieillit et plus on devient différent les uns des autres. Et donc, comprendre le vieillissement sur le plan cognitif, c'est comprendre les déterminants de cette hétérogénéité. Et c'est vraiment toute la force de Constance. Je ne sais pas qui est connecté, je ne sais pas qui vous êtes,
je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais il y a une chose dont je suis certaine, c'est que vous êtes tous très, très différents parce que vous avez des parcours de vie très différents, des professions différentes, des milieux culturels, sociaux, familiaux, très, très, très différents. Et c'est ça qui nous intéresse. Accéder à cette grande variabilité, hein, à laquelle on accède finalement très, très rarement, au travers de ce grand panel de participants, c'est vraiment nous donner les moyens de mieux comprendre cette hétérogénéité et pourquoi finalement on va vieillir différemment les uns des autres. Donc ça, c'est vraiment la force de Constance. Suivante. Et c'est un des travaux, un des premiers travaux, même la première étude qui a été faite dans Constance sur la cognition, qui illustre un petit peu ce que je suis en train de dire, à savoir qu'il était question ici d'essayer d'attribuer la part, la contribution de différents facteurs à un score cognitif. Pourquoi est-ce qu'il existe cette variabilité des scores d'un individu à l'autre? Alors bien sûr, il y a l'âge, bien sûr, il y a le sexe, parce selon qu'on est un homme ou une femme, on n'a pas forcément les mêmes forces sur le plan cognitif. Il y a bien sûr le niveau d'études, ça on le savait déjà, hein, ce n'est pas une découverte de Constance. En revanche, ce que montrait cette étude, c'est que bien sûr ces facteurs sociodémographiques sont très importants et apportent et influent le score d'une manière tout à fait significative, mais il y a bien d'autres facteurs qui contribuent aussi à un score cognitif, des variables socio-économiques, des variables liées au mode de vie, des variables liées à la santé physique, psychologique et encore bien d'autres facteurs. Et c'est justement cela qu'on connaît le moins bien. Et donc, Constance va nous aider à comprendre que les scores cognitifs ne sont pas juste déterminés par l'âge ou le niveau d'études d'une personne, mais par bien d'autres facteurs, notamment liés au mode de vie. Et un grand atout de Constance, en raison de ce panel de participants extrêmement important, ça a été de pouvoir produire des normes. Un test est important. Un test, évidemment, ça va nous permettre d'évaluer un niveau de performance dans une fonction cognitive donnée, oui, mais en clinique, le médecin, le neuropsychologue qui manipule ces tests a besoin de se référer à ce qu'on appelle des normes, parce que lorsqu'il évalue un patient pour la première fois, un patient qui a une plainte mnésique, par exemple, ce patient, il ne le connaît pas, il le voit pour la première fois, et donc c'est compliqué sur la base d'un test de dire, ben oui, c'est normal ou c'est pas normal. On a besoin de se référer à des normes, et ces normes, plus elles sont établies sur des échantillons importants, représentatifs de différentes catégories, et plus elles vont être robustes. Et un des travaux très importants de Constance, ça a été justement de produire des normes qui, dès aujourd'hui, sont utilisées dans nos consultations mémoire, dans les cabinets de neurologues, de neuropsychologues, etc. Donc, c'est déjà un outil de décision clinique très important qui est d'ores et déjà utilisé. Alors, je parlais de la notion d'hétérogénéité, qui est vraiment une notion clé pour comprendre le vieillissement. La deuxième notion, je dirais, tout aussi importante, tout aussi cruciale, c'est c'est l'aspect dynamique. Comprendre le vieillissement, c'est pas juste comprendre ou mesurer vos performances cognitives à un moment donné. Si j'évalue vos fonctions cognitives à l'âge de 70 ans, bon, c'est bien, je suis contente, mais rien ne me dit de ce qui se passera dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et ce qui nous intéresse tous quand on étudie le vieillissement, c'est la manière dont on vieillit avec le temps. Et donc, vous avez participé une fois au bilan cognitif, c'est bien. Vous participez 2 fois, c'est encore mieux parce qu'on a 2 points de mesure et donc on a la possibilité de voir s'il y a une évolution. Mais si vous participez 3 fois, 4 fois, 5 fois et plus si affinité, ben, ce sera encore mieux parce que ça va nous permettre, et c'est vraiment la finalité de ces études, de produire des trajectoires. Cette notion de trajectoire, elle est très importante. Essayer de comprendre pourquoi on a des profils d'évolution, des profils de trajectoires différents, pourquoi certaines personnes vont vraiment connaître un vieillissement accéléré. C'est important de comprendre les déterminants, les conséquences, pourquoi certaines personnes vont connaître un vieillissement beaucoup plus soft, beaucoup plus progressif, pourquoi d'autres personnes vont présenter vraiment un niveau de performance très stable au cours du temps et qui va se maintenir très très longtemps. Vous voyez que comprendre ces déterminants, c'est absolument essentiel. Et donc, là aussi, la force de Constance, ce n'est pas juste
le grand panel de participants, mais c'est le fait que les participants, vous êtes amenés à participer, à nous aider en tout cas à modéliser ces trajectoires en participant régulièrement aux examens qui vous sont proposés. Donc vraiment, cette notion de suivi longitudinal est absolument essentielle. Voilà, suivant, diapositive suivante. Voilà. Alors, c'est très important cette diapositive parce que au-delà de toutes ces données qu'on est en train d'analyser, bien sûr, et qui ont déjà servi et qui continueront de servir beaucoup, Constance, c'est aussi un très beau matériau, une très belle matière pour innover dans l'étude du vieillissement cognitif. Aujourd'hui, dans la plupart des études dans le monde qui s'intéressent à la cognition, on a recours à ce qu'on appelle des tests conventionnels, standardisés, bien calibrés. Et c'est important, hein, ça veut dire qu'on a vraiment un matériau fixe qui a été bien étudié, validé avec des instructions, des consignes qu'il faut appliquer à la lettre, etc., des consignes de cotation. C'est important parce qu'on n'évalue pas la cognition comme ça, hein, comme bon nous semble, bien évidemment. Donc, se référer à des tests standards conventionnels, c'est très, très important. C'est ce qu'on vous propose dans les bilans seniors, comme disait Claudine. Et en même temps, c'est important de se référer à ce type de test. Et en même temps, on a bien la sensation que c'est un peu réducteur parce que bon nombre d'entre vous, probablement, sont sortis du bilan senior en vous disant bah, « Zut, alors j'ai l'impression que je n'ai pas donné le meilleur de moi-même, je n'étais pas en forme aujourd'hui, je n'avais pas le moral, hier j'ai eu une contrariété. Voilà, donc j'ai l'impression que je n'ai pas performé exactement comme j'aurais dû le faire. » C'est probablement arrivé pour certains. En fait, c'est vrai que c'est un peu réducteur de se dire bah, je prends une photographie aujourd'hui et ça va représenter la cognition de cet individu. On a envie d'aller plus loin dans Constance et je pense qu'on a la possibilité de le faire grâce à vous, hein, grâce vraiment à votre implication dans cette étude. On pense que, et ça fait partie vraiment des questions sur lesquelles on est en train de réfléchir là tout de suite, comment aller plus loin dans l'évaluation des fonctions cognitives? Est-ce qu'on ne peut pas mettre au point, utiliser des techniques plus écologiques, plus proches de la réalité du quotidien pour mieux évaluer la complexité du fonctionnement cognitif? Et donc, c'est là où on vous propose un petit sondage parce que, comme c'est une question à laquelle on est en train d'essayer de répondre, hein, on cogite entre nous, on débat, on s'est dit qu'un élément très, très important à prendre en compte, c'était votre avis. Alors voilà la question qu'on est en train de se poser et voilà la question qu'on vous pose directement. A priori, on continuera à évaluer la cognition d'une manière traditionnelle, standard, avec les tests qui vous sont proposés par des neuropsychologues dans les centres d'examen de santé, mais on a envie de faire plus. Et est-ce que vous verriez réaliser des tests neuropsychologiques de mémoire, d'attention, des fonctions exécutives par téléphone, par un neuropsychologue qui est au bout du fil et qui vous indique comment, quelle tâche réaliser. Entre parenthèses, ce sont des choses qu'on a déjà testées pendant la crise Covid, hein, lorsque vous n'étiez pas en mesure de venir dans les centres d'examen de santé, on a imaginé une manière d'évaluer la cognition un petit peu différemment par téléphone et ça s'est plutôt bien passé. On a eu de bons retours de la part des participants et des psychologues. Donc, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez envie est-ce que vous auriez envie de réaliser ce type de test? Est-ce que vous auriez envie de réaliser des tests par visio? Ben voilà, vous êtes là derrière votre écran, vous maîtrisez Zoom manifestement, et on a été nombreux à utiliser beaucoup ces techniques de visio. Est-ce que c'est réaliste d'imaginer des tests cognitifs qui vous seraient proposés, toujours par un psychologue, mais par visio? Troisième modalité possible, est-ce que vous seriez intéressé par faire des tests neuropsychologiques en vous connectant sur une plateforme web, Internet, sécurisée bien évidemment. Là, du coup, vous seriez tout seul chez vous, face à votre écran, en train de réaliser des tests avec des consignes, bien sûr, mais des consignes qui vous seraient délivrées par ordinateur.
Voilà, question, est-ce que ça vous intéresserait? Et on va même plus loin, on se pose la question aussi d'évaluer la cognition au moyen de votre smartphone. Aujourd'hui, on ne quitte plus son smartphone, hein, on a toujours le petit bidule à côté de soi et on fait tout presque avec son smartphone. Et il est tout à fait possible, et il y a quelques études qui utilisent ce type de modalité, ce type d'outil pour évaluer la cognition dans votre vie quotidienne. Là, pour le coup, ce seraient des tâches, des tâches qui vous seraient soumises au cours de la journée, des tâches très très courtes, bien sûr, qui ne viendraient pas interférer avec vos activités, mais qui viendraient vraiment évaluer votre fonctionnement cognitif au plus proche, au plus près de votre quotidien, donc d'une manière vraiment la plus écologique possible. Voilà. Donc, Je vais mettre fin au sondage. Merci. réponse. Je partage les résultats. Donc là, vous voyez le partage des résultats. Donc, les tests par Internet, 87%. Je ne sais pas si, Hélène, c'est un résultat que vous attendiez ou est-ce que Eh vous... bien non, pas Non. forcément parce que test par Internet veut dire que vous êtes tout seul. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément la nécessité, et c'est bien, hein, c'est intéressant de le savoir, vous n'auriez pas nécessairement le besoin d'avoir une personne, un interlocuteur qui viendrait vous guider, vous conseiller, vous rassurer. Vous êtes plutôt attiré par cette modalité qui consiste à dire ben, je m'organise quelque part et quand ça m'arrange, je me connecte via la plateforme et je fais les tests. Pourquoi pas? C'est intéressant. Je vois que par visio, c'est aussi c'est 72% des participants qui ont l'air d'être intéressés par ce type de modalité. Voilà, donc c'est intéressant. Et puis smartphone, 59%, c'est aussi une piste peut-être intéressante à creuser. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. En tout cas, je vois que vous n'êtes pas complètement frileux à l'idée de tester votre cognition autrement que d'une manière, on va dire, conventionnelle. Voilà, merci beaucoup pour vos retours. On a beaucoup, beaucoup de questions. On ne va pas pouvoir tous les répondre, mais il y a des questions sur les normes, évidemment. Est-ce que les normes sont publiées? Est-ce que ça peut nous permettre de nous situer par rapport à ces normes? Et certains participants demandent pourquoi ils n'ont pas eu l'analyse de leurs résultats et l'interprétation de leurs tests cognitifs. Donc, voilà, toutes ces questions autour des bilans, des normes. Claudine, tu nous dis qui répond. Hélène, je te laisse répondre sur les normes. Alors, est-ce que les normes sont publiées? Oui, elles sont publiées. Elles sont d'ores et déjà, comme je le disais, utilisées par les cliniciens. C'est un outil très important d'évaluation clinique. Donc, oui, l'article est accessible. Alors, il est en anglais parce que vous savez que quand on est chercheur, on interagit et on partage nos résultats en langue anglaise. Pour autant, je pense que l'article peut être mis à disposition. Et en fait, oui, le terme qui a été utilisé est le bon. Ces normes, elles servent à situer, elles ne servent pas à déterminer, à poser un diagnostic. Le diagnostic, un diagnostic quel qu'il soit, on le pose sur une multitude d'éléments et pas juste sur 2-3 scores. Elles servent à situer la performance d'un individu par rapport aux autres. Voilà, sans pour autant déterminer que ce score signe la présence d'une maladie X ou Y, mais en tout cas, ça permet de se situer. On est plutôt dans ce qu'on appelle le quartile, c'est-à-dire 25% de la population les plus performants ou les moins performants, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on est moins performant qu'on est forcément moins bon partout. Ça peut être vrai pour un test et pas pour un autre. C'est pour ça que j'ai commencé en disant attention, la cognition, c'est quelque chose d'éminemment complexe. On a des fonctions cognitives et on a chacun nos forces, nos faiblesses. Donc, ces normes, elles servent à ça, à essayer, à aider la personne, le clinicien, à situer le niveau de performance de la personne qui a complété le test. Et donc, Hélène, peut-être revenir sur le fait que lors des premiers tests, on n'avait pas encore ces normes et qu'on ne pouvait pas donner c'était un peu compliqué de donner des résultats aux volontaires. Peut-être que tu peux... Oui, alors je sais vrai, c'est probablement une question que vous êtes très nombreux à vous poser, mais pourquoi on n'a pas de retour, pourquoi on n'est pas plus informé sur le résultat de nos tests? D'abord, il faut comprendre qu'on n'interprète pas un score à un test comme on interprète une glycémie. C'est bien plus compliqué parce que, encore une fois, je me répète,
Et c'est pour ça que j'ai commencé en disant, attention, la cognition, c'est tout ça. C'est pas parce qu'on a un score un peu faible que nécessairement on va interpréter ce score comme étant le signe ou la signature d'une maladie qui est en train de se développer. C'est pas du tout comme ça qu'on interprète un score. Donc c'est difficile pour nous de vous faire de faire un retour. Le cas échéant, bien sûr, lorsqu'une problématique s'est révélée à la faveur du bilan cognitif, mais corroboré par d'autres éléments cliniques pris en compte par le psychologue, par le médecin du centre d'examen de santé. Dans ces cas-là, il y a un processus où la personne a été, où le médecin de la personne a été contacté pour prendre la décision la plus opportune. Mais dans la très, 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 très grande majorité des cas, il n'y avait pas d'événement particulier à signaler. C'était difficile de faire un retour. Hein, vous êtes bon, pas bon. Enfin, ça, vous voyez, c'est un peu compliqué de faire ce type de retour. Et surtout, comme le disait Marie, tant qu'on n'avait pas de normes. Parce qu'une norme, les tests qu'on a utilisés, ce sont des tests standards, certes, mais en France, par exemple, on n'avait pas de normes établies sur une population aussi large que Constance. On avait des normes établies sur 500 personnes, 1000 personnes, 1500 personnes. On faisait avec, mais évidemment, la précision de la norme établie sur un petit échantillon versus un très, très gros échantillon n'est pas du tout la même. Donc, c'est la première fois, en France en tout cas, qu'on avait accès à des normes sur un échantillon aussi important. Et donc, tant qu'on n'avait pas ces normes, c'était difficile de vous dire vous êtes plutôt bon, plutôt moyen, plutôt très bon, etc. Voilà, donc c'est vrai que les premières années, on a essuyé pas mal de difficultés parce que, de manière légitime, vous attendiez un retour concernant les scores au test. Mais c'était difficile pour nous de vous faire un retour clair, aussi clair que ce que vous attendiez. Autre question, Gaëlle? Merci. Il faut qu'on Oui, passe à Alexis, peut-être. Oui, je crois que le temps passe, mais juste si quelqu'un d'entre vous peut répondre à la question des facteurs génétiques qui pourraient rendre compte d'un vieillissement, du vieillissement, des facteurs génétiques qui interviennent dans le vieillissement. Alors, je vais essayer de faire une réponse rapide. Il y a des travaux sur les facteurs génétiques associés au vieillissement. Beaucoup de ces travaux, en fait, regardent des facteurs associés à des pathologies qui sont plus fréquentes au vieillissement. Il y a aussi eu des développements génétiques, on pense à la longueur des télomères et des facteurs comme ça, des caractéristiques de nos chromosomes qui ont montré, mais on n'a pas découvert un gène du vieillissement en tant que tel. Et c'est beaucoup plus complexe, c'est pathologie par pathologie.